Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel-Xamax fait par des fans pour des fans. Alors aujourd'hui je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Osvaldo, c'est un épisode un petit peu particulier pour Xamcast aujourd'hui puisqu'on a décidé de s'engager lors du podcaston 2025. Est-ce que tu as entendu parler du podcaston Osvaldo avant ce projet ? Avant ce projet, non. Donc merci de m'avoir mis au courant parce que très beau projet. Effectivement, moi j'ai reçu un mail par la newsletter du fournisseur de notre podcast, enfin du diffuseur de notre podcast, on va pas le citer, sur le podcaston. C'est un événement en fait caritatif qui regroupe la grande famille, ils appellent ça comme ça, la grande famille des podcasteurs et des podcasteuses, avec un but caritatif, c'est-à-dire de s'engager et de se mobiliser pour une association caritative de leur choix et de proposer en fait la diffusion d'un épisode pendant la semaine à laquelle vous allez écouter cet épisode. Et puis, quand j'ai reçu ce mail, l'idée, elle a germé dans ma tête et puis aussi dans celle de ma compagne, puisqu'elle-même, elle a fondé une association et on a décidé de créer en fait cet épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Alors c'est un épisode un petit peu différent que ce que vous avez l'habitude. On parlera peut-être un petit peu moins de football, mais on espère que ça vous plaira quand même, puisqu'on va évoquer aujourd'hui le sujet de la parentalité dans le monde du football, puisque évidemment, hein, on reste Xamcast, on reste un podcast qui parle de Xamax et puis qui parle de football en général, on reste des fans de football. Mais voilà, on voulait aussi consacrer cet épisode-là à l'association Jeunes Parents. Le but aussi du podcaston, c'est de raconter une histoire, de raconter des défis, des projets pour cette association, mais de raconter aussi des émotions. Donc vous l'avez déjà entendu, le choix de l'association, c'est Jeunes Parents. Et puis, pour représenter l'association Jeunes Parents, aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir Karine. Salut Karine. Salut Mirko. Et puis, pour faire le lien avec Neuchâtel-Xamax et le football, il était déjà venu à notre antenne. C'est un grand plaisir de le retrouver aujourd'hui. On accueille Bastien Geiger. Salut Bastien. Bonjour à tous. Alors, on va commencer peut-être par une brève présentation de l'association, je bafouille aujourd'hui, excusez-moi, de l'association Jeunes Parents, et qui de mieux que sa fondatrice Karine pour en parler. Ben oui, en fait, c'est une longue histoire que je vais essayer de résumer en quelques mots. Donc, je suis personnellement devenue maman à l'âge de 16 ans. Et quelques temps plus tard, je cherchais d'autres mamans de mon âge avec qui échanger. C'était l'époque des modems qui faisaient un bruit d'enfer quand on se connectait à Internet et on coupait de ce fait la possibilité au reste du ménage d'utiliser le téléphone. Et en fait, j'ai cherché sur les moteurs de recherche de l'époque d'autres mères adolescentes et en fait, c'était très difficile d'en trouver. Alors, j'avais ce besoin de rencontres et de fil en aiguille, on a créé des premières rencontres, une association. La création, c'était en 2003. Et à la deuxième rencontre déjà, j'ai interrogé les mamans qui étaient présentes, comment est-ce qu'elles avaient prévu de terminer leur formation ou pas, où est-ce qu'elles en étaient dans leur projet professionnel. Et là, j'ai découvert qu'en fait, j'étais chanceuse parce que j'étais en couple, parce que j'avais le soutien de mes parents et que le projet de formation ne posait pas de questions. Et qu'en fait, pour d'autres, c'était pas si facile que ça d'envisager de poursuivre la formation pour des raisons financières et d'organisation. Donc à ce moment-là, l'association Jeunes Parents s'est petit à petit positionnée pour soutenir la formation des jeunes concernés, des pères et des mères. Et puis, on a été d'abord un grand groupe de personnes concernées qui s'entraidaient de 2003 jusqu'à 2015. Et depuis 2015, on a développé petit à petit un service professionnel qui propose des prestations de soutien général à tous les jeunes qui ont eu un enfant avant 25 ans. Et donc, même pour des gens qui sont âgés de 30 ans et qui ont des enfants de 5, 6, 10 ans, on s'adresse à eux aussi.
Et donc voilà, ça c'est à peu près en gros l'histoire de l'association et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est que j'ai rapidement repensé à un jeune papa que nous avions accompagné un peu et qui avait un début de carrière professionnelle ou semi-professionnelle. Il me semble que c'est arrivé encore une autre fois, mais j'arrive pas à me souvenir exactement de la personne. Donc je sais que de temps en temps ça arrive et voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire un lien sympa avec ça. Effectivement, et quand on a construit cet épisode, moi j'ai tout de suite, enfin c'était à peu près au moment où on avait reçu Bastien à l'antenne lors de l'épisode de Xamcast, et puis il avait mentionné un petit peu cet aspect-là, mais peut-être aujourd'hui Bastien, tu peux nous en dire un petit peu plus, te présenter un petit peu plus sous l'angle de la thématique du jour, bien évidemment. Ta carrière, on l'a déjà parcourue en détail lors de ton épisode. Oui, bien sûr. Donc, Bastien Geiger, on m'a déjà présenté. J'ai actuellement 40 ans. J'ai donc 3 enfants. J'ai des enfants La première a eu 18 ans dernièrement. Ensuite, mon deuxième a 16 ans. Et la petite dernière a 8 ans. Elles ont exactement 10 ans d'écart entre la première et la dernière. Je suis actuellement... je travaille dans une agence immobilière. Je joue encore un petit peu au football. J'ai repris avec des anciens collègues ici à Autrive, au FC Autrive. Et pour parler du thème en question, donc je suis devenu père à 21 ans. Pour faire un lien avec le foot, pour la petite histoire, donc ma fille est née le 10 février. C'était donc 8 jours avant le match d'inauguration de la nouvelle Maladière. Donc voilà. C'est un peu mon histoire en gros, mais on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure. Ok. Du coup, tu nous l'as dit, Bastien, hein, tu es devenu père à 21 ans. Donc, imagine que ce projet avait germé à l'époque avec ton épouse, qui n'était peut-être pas encore ton épouse à ce moment-là. Mais quelle était votre situation de formation et ou professionnelle à toi et ton épouse au moment où vous vous êtes dit, voilà, on aimerait devenir parents? Oui, après, mon histoire, moi je pense personnellement que c'était pas forcément un souhait en soi d'avoir un enfant jeune. Je pense que n'importe quel couple, le plus important c'est de trouver la bonne personne pour faire un enfant. On peut la trouver, j'ai eu la chance de la trouver tôt, on peut la trouver à 30 ans, enfin il n'y a pas d'âge. À mon avis, la base d'un couple, l'épanouissement d'une famille et d'un enfant, c'est de trouver la personne qui correspond. J'ai eu cette chance de la trouver tôt, donc ça s'est fait naturellement. Tout s'est fait rapidement entre nous, c'était une évidence. Au bout de 3 mois, on habitait ensemble. On a décidé de faire des enfants tôt. Et effectivement, ma situation personnelle, professionnelle le permettait aussi. Donc, tout se faisait d'une manière que ça s'est fait naturellement d'avoir un enfant aussi tôt, en sachant que ma femme a le même âge que moi, elle est de 86, donc elle est 1 an plus jeune que moi. Donc on était sur la même longueur d'onde et on est parti dans ce projet de fonder une famille rapidement. Du coup, ouais, t'as pas vraiment répondu à la question. En fait, toi, t'avais signé ton premier contrat t'étais déjà passé professionnel à ce moment-là. Oui, ma carrière commençait j'avais signé un contrat professionnel. C'était l'année où on est descendu de Super League en Challenge League. Donc, il y avait un gros projet derrière. Le club a mis les moyens. Il y avait le nouveau stade. Donc, le club comptait sur moi. Donc, j'avais signé mon premier contrat pro. Donc, j'avais aussi cette capacité financière parce qu'on en parlait avant. C'est clair que j'ai aussi été chanceux là-dessus. J'avais cette possibilité aussi de créer une famille par rapport à mon statut professionnel qui le permettait. Ma femme, elle, était encore en études. Donc, elle terminait ses études au lycée, au Numadro. Mais pour elle, donc elle a terminé ses études, mais pour elle, nous, on avait une vision de la famille où, un peu à l'ancienne, je dirais, où elle a, dès le départ, je pense pendant les 8 premières années, elle s'est essentiellement consacrée à la vie de famille. Donc on avait aussi cette possibilité financière de le faire, mais c'était aussi une volonté d'avoir, on avait cette vision familiale là que la femme ou l'homme, on voulait vraiment que la maman soit au plus proche de l'enfant pour l'accompagner dans ses premières années. Du
coup, je me posais la question, est-ce que c'est Parle bien en face du micro, Karine, s'il te plaît. super? Est-ce que vos parcours ont été influencés par la parentalité? Je me demandais en fait finalement comment vous aviez fait les choix. Alors le mien, non. Enfin, l'un dans l'autre, c'est de toute façon un peu influencé parce que notre parcours, enfin notre situation permettait de créer cette famille à ce moment-là. C'est clair que deux jeunes personnes qui se rencontrent tôt, puis qui ont envie de faire des études, bah, ce sera peut-être pas forcément le bon moment. Donc nous, ça a influencé plus celui de ma femme que le mien. Parce que bah, moi, j'avais déjà commencé ma carrière sportive. Donc elle, moi j'ai eu la chance d'avoir... mon papa était footballeur, donc je connaissais un peu ce milieu lié au foot. Elle également, du coup, donc elle savait que elle allait se consacrer à sa famille et à moi en quelque temps, parce que peu après, bah, elle a dû déménager, quitter sa famille à elle, ses amis pour aller à Sion. Donc elle était prête à m'accompagner à ce niveau-là. Donc elle, ça a plus changé sa perspective à elle que la mienne. Donc en fait, si je comprends bien, l'aspect quand même de la carrière de football joue un rôle dans, si je résume ce que tu dis, la stabilité financière qu'offrait la situation, plus le fait de devoir déménager et ça modifie la manière dont la famille est perçue. Si je prends par rapport à une situation classique où c'est actuellement assez rare. Alors bon, il y a presque 20 ans, c'était peut-être un peu différent, mais c'est actuellement assez rare à 21 ans d'avoir une assise professionnelle et financière, en fait. Et ça, vous l'aviez, de fait. Oui, alors c'est clair qu'au niveau du foot, ce qui change par rapport à d'autres métiers, où souvent on est encore en études pour acquérir un métier, c'est vrai qu'au foot, en règle générale, on devient rapidement autonome financièrement. Donc, si on veut, c'est des questions qui se posent plus vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du foot, la femme, si on veut avoir une vie de famille, c'est vrai que la femme doit se consacrer en quelque sorte dépend en fait de la vie professionnelle de son homme. On sait que on peut être bien dans une ville, mais du jour au lendemain on doit déménager. Donc c'est vrai que c'est un peu le foot, la carrière du foot dicte un peu le ton et la vie de famille. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour une femme, parce que c'est vrai que bah, l'homme, bah, je prends mon exemple, je suis parti à Sion. Bon, bah, moi, voilà, je pars à Sion, j'ai les entraînements, je vois vite des personnes. Elle se retrouve donc à Sion avec un enfant de 2 ans, elle ne connaît pas forcément la région. Donc, c'est vrai que c'est toute la charge et le poids retombe un peu sur elle. Et c'est vrai que en fait, elle a fait les sacrifices pour que moi, je me sente bien et que je puisse m'épanouir au niveau de ma carrière. Donc, c'est vrai que pour un footballeur qui a des enfants, la femme, c'est très important d'avoir cette stabilité pour pouvoir s'épanouir et être le plus performant possible sur le terrain. C'est un peu une vie, pas égoïste, mais c'est vrai que on doit un peu tout mettre de côté pour la carrière de monsieur. Donc voilà, bon, on a été, je pense pas qu'elle regrette quoi que ce soit à ce niveau-là. Tu mentionnes Sion, là, voilà, ça reste 1h30 de route de Neuchâtel où vous étiez établi. Si je fais le lien avec un ancien Xamaxien qui est aussi devenu récemment papa, hein, Cédric Dessiguer, lui, sa carrière, elle a aussi décollé. Il a même carrément changé de pays, quoi. Du coup, avec son épouse, il se retrouve dans un autre pays avec un enfant et tout. C'est encore... Ouais. Mais du coup, je vais faire le lien parce que j'ai trouvé un article du Huffington Post qui parle de qui pose la question pourquoi les footballeurs deviennent-ils papas si jeunes? Parce qu'en fait, apparemment, c'est quand même assez courant dans un monde où l'âge ne cesse de reculer. Donc, pour donner un ordre d'idée, en 1970, 33% des mères donnaient naissance avant l'âge de 25 ans. Et en 2023, on était à 4,6% en Suisse. Donc c'est un énorme changement de société qui a eu lieu ces 50 dernières années. Et en fait, les footballeurs semblent faire partie d'une exception.
et continuer de donner naissance à leurs enfants plus jeunes. En général, leur épouse est dans le même ordre d'âge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Boris Cyrulnik, qui est quand même un spécialiste assez connu, justement, met en avant cette stabilité. Et spontanément, c'est ce que tu expliques. Donc, j'avais envie de mettre le petit éclairage. La question suivante, peut-être tu l'as dit, hein, tu es devenu papa à la période où tu as fait ton premier enfant, tu venais à peine de débuter ta carrière professionnelle et tu l'as dit en plus dans un club qui avait affirmé très clairement qu'il comptait sur toi. On imagine qu'il y a l'obstacle un petit peu du changement de statut du joueur pro. Quels sont également les autres obstacles et freins que vous avez plus généralement rencontrés à l'époque avec ta femme ? Donc, par rapport à ma vie professionnelle. Entre autres, mais si tu en as d'autres. Ouais, ça peut être par rapport à la vie professionnelle ou bien des enjeux particuliers sur la parentalité, l'éducation des enfants, enfin... La disponibilité, peut-être. Alors, j'ai pas vraiment rencontré de frein parce que ça s'est fait... on a eu la chance que ça se fasse naturellement. Alors, on était des jeunes parents, enfin... J'avais presque jamais tenu d'enfant, de bébé avant dans les bras. Donc je pense qu'en fait, tout ça, ça nous a énormément aidé en tant que couple de grandir avec. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir des enfants jeunes puis que ça se passe bien avec la maman. On s'est construit avec cette situation. Des freins, oui et non. Enfin, on connaît tous le début d'un enfant, enfin les nuits plus courtes, voilà. Donc on avait cette chance là où voilà, moi j'avais mes obligations professionnelles, elles sont pas non plus énormes en tant que footballeur, mais elles ont des particularités où tu dois pouvoir répondre présent physiquement, mentalement le jour J lors d'un match. Donc avec ma femme, c'était clair que les 3-4 jours avant les matchs, elle me laissait dormir et puis on avait cette chance de nouveau, on y revient, c'est que même après le congé maternité, elle était disponible à 100% pour la famille. Donc on avait cette possibilité-là où moi, je pouvais prendre le temps nécessaire pour mener à bien ma carrière professionnelle et elle assurer derrière pour la famille. Donc ça s'est passé naturellement, puis je vois pas d'obstacle ou de frein qui a mené à bien le début de cette vie. Et donc, qu'est-ce qui vous a aidé plus spécifiquement ? Tu en as parlé au début de ton intervention, mais si tu peux nous citer quelques exemples de ce qui vous a aidé à gérer ça assez rapidement. Alors, on avait quand même la famille, les amis. C'est vrai que voilà, c'est vrai que ça détonne quand même assez. C'est vrai que 21 ans, on se dit c'est pas si jeune, mais c'est quand même très jeune. Enfin, c'est vrai que si on regarde, comme l'a dit Karine par rapport à ces stats, c'est vrai que. Mais voilà, on a pris ça. Je trouve que. Moi, je parle pour moi. Hein. Je vois maintenant des couples qui ont souvent des enfants plus tard. Je trouve que ça se fait de manière plus naturelle. On se pose moins de questions. J'avais comme mes parents qui ont aussi eu 3 enfants jeunes. Donc, on n'habitait pas forcément proche d'eux. Donc, pour les gardes, c'était un peu... C'est vrai que pour les gardes, c'était un peu galère parce que nos familles respectives les gardaient pas forcément. Et puis, nos amis, ils étaient encore plus jeunes que nous. Donc, ils ne savaient pas trop comment faire avec des enfants. Donc, peut-être pour les gardes, c'était... Mais sinon, on a traversé ça. Puis en tant que famille, c'est des super souvenirs que j'ai et puis que je garde. Et puis ça, c'est le mot qui me revient le plus, c'est vraiment naturel. Ça s'est fait naturellement. On était maladroits, mais ça s'est bien fait. Puis les enfants ont bien grandi. Mais juste, si on prend aujourd'hui, on s'imagine 21 ans, je veux dire, le nombre de gens qui, quelle que soit la profession qu'ils exercent, vraiment quel que soit le métier, souvent, à 21 ans, t'es encore au milieu de tes études. Enfin, y a vraiment, il faut avoir une vie professionnelle quand même bien dégagée et claire avant pour pouvoir se lancer parent si jeune, à mon avis, non ? Avoir des enfants quand on est encore en études, c'est une prise de risque, on va pas se cacher, Karine. C'est la grande question. Moi, je reviens sur votre question après parce que j'ai envie de rebondir sur la question de ça se fait naturellement. C'est quelque chose qu'on a observé et en fait, de manière générale, plus on est parent jeune et plus on est insouciant. En fait, généralement, quand je donne des informations comme ça à d'autres corps de métier sur le sujet, je dis il faut faire la différence entre l'inconscience et l'insouciance. Parce que l'insouciance chez les jeunes parents, elle est normale. L'inconscience, ça serait ne pas être
conscient des risques ou de ce qui se joue et de la sécurité de l'enfant, là, c'est un plus grand problème. Mais l'insouciance, elle est assez généralisée et j'ai vécu personnellement cette grosse différence entre je suis devenue maman à 16 ans où j'ai vraiment vécu les choses avec légèreté, je me posais peu de questions de manière générale. Et en fait, quand j'étais enceinte de ma 4e, j'avais 28 ans et je me prenais la tête et en fait, je luttais contre moi-même pour essayer de redevenir la mère insouciante que j'avais été parce que je trouvais ça plus confortable. Voilà, ça c'est juste par rapport à l'insouciance. Et puis, par rapport aux études et à la formation, non, bah, c'est clair que c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'organisation. Souvent, ça demande de vivre avec peu de moyens. Donc là, on est sur une toute autre réalité que celle que toi, tu as connue, Bastien, avec justement des complications. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on organise ses nuits pour pouvoir aller en cours le lendemain? Qui c'est qui va garder l'enfant? Ça va coûter combien? Si on n'a pas de salaire, avec quoi est-ce qu'on va payer les frais qui sont liés à tout ça? Donc, et malheureusement, les bourses d'études, souvent, quand elles sont octroyées, alors déjà, ça dépend des moyens financiers des grands-parents, alors que parfois, certains parents disent à leurs jeunes qui sont devenus parents, débrouille-toi. Donc du coup, ça peut créer des conflits à l'intérieur de la famille parce que la bourse d'études peut ne pas être octroyée parce que les grands-parents ont suffisamment de moyens. Et puis de l'autre côté, en fait, il faut quand même pouvoir tourner et puis aller se former. Donc il y a pas mal de risques qui sont liés au fait de devenir parent jeune avant d'avoir terminé sa formation, c'est clair. Moi, je me posais la question, mais tu en as déjà évoqué quelques-uns, mais quels étaient les effets positifs de cette parentalité sur votre vie? Ouais, je l'ai déjà évoqué, puis c'est vrai que c'est assez facile de parler de ça. Déjà, l'effet positif, il est concret parce que avec ma femme, on est toujours ensemble. On s'est connus en 2004. Il le dit pas de manière très convaincante. Là, Non, mais j'étais en train de réfléchir aux chiffres. Non, mais c'est concret, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui... On est toujours ensemble. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit tellement autour de soi que... C'est pour ça que Donc, voilà, ça a pu être que positif. C'est-à-dire que ça ne nous a en tout cas pas pénalisé, loin de ça. Mais comme j'ai dit, on a appris, on est devenu... j'ai passé plus de temps avec ma femme, avec ma famille, que moi seul. Donc, ça nous a permis de vraiment de nous construire ensemble, de grandir ensemble, de devenir vraiment adultes ensemble. Parce que c'est vrai que quand j'y repense, en fait, je n'ai pas de honte à le dire, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais encore un enfant, en quelque sorte. Tout en étant très conscient. Mais on n'est pas complètement terminé. Puis on a pu faire ça ensemble. Puis c'est vrai que c'est une force qui est aujourd'hui incroyable. Moi, c'est une chance... inouï que j'ai eu d'avoir cet enfant aussi jeune. Mais de nouveau, on y revient, tout était aligné pour le faire. Si ma fille d'aujourd'hui de 18 ans qui est en études, qui est avec son copain qui est en études, il me dit j'aimerais faire un enfant, je suis pas sûr que je lui dirais fonce, c'est la meilleure des solutions. Moi je pense que c'est en lien, comme j'ai dit avant, d'abord le plus important c'est la personne avec qui on fait l'enfant. Et puis après, il y a aussi des choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Après, j'avais aussi une femme qui était OK, qui pour elle, dans sa vision, c'était OK d'être une maman à part entière. C'est-à-dire, quand je dis à part entière, c'est-à-dire une maman qui se dévoue pour la famille, qui n'a pas d'objectif professionnel. Donc, ça aide aussi, si on a ce cas de figure-là, à avoir des enfants plus jeunes. Ça, c'est évident. Ce qui me parle beaucoup par rapport à ça, en fait, c'est vraiment le contexte. C'est-à-dire qu'on peut se poser réellement la question d'un point de vue sociologique si les articles que j'ai trouvés, là, en particulier celui du Huffington Post, posent la question pourquoi les footballeurs deviennent-ils jeunes papas. En fait, on peut se poser la question quels sont les éléments de contexte qui favorisent cette parentalité à cet âge-là. Et puis, ça permet aussi d'inverser la question quels sont les éléments du contexte classique, si on n'est pas jeune footballeur, qui fait qu'aujourd'hui, on devient parent après 30 ans. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'à partir de ton témoignage et de ces articles, on arrive à illustrer ça puis à voir finalement ces impacts-là. C'est pas juste des décisions subjectives, c'est aussi ce que le contexte social permet ou ne permet pas.
Et d'ailleurs, la question suivante, c'était réellement, si tu n'avais pas été footballeur professionnel, serais-tu devenu papa au même moment? Et j'ai un peu répondu. Je pense, enfin, c'est difficile. Je pense que non. Puis encore, difficile à répondre. Si j'avais pas été footballeur, j'aurais eu l'envie de faire l'autre école hôtelière à Lausanne. Donc, ça aurait été sûrement, quoique, difficile à dire. Enfin, moi, je pense que c'est une question qui se pose, mais qui est pas très importante parce que, comme j'ai dit, c'était pas une fin en soi d'avoir des enfants jeunes. Ça s'est fait naturellement. Mais voilà, je l'ai dit, le contexte a pesé énormément dans ma décision. Donc peut-être, sûrement que non. Je l'aurais eu beaucoup plus tard, mes enfants. L'école hôtelière en plus à Lausanne, c'est pas le plus petit des cursus. Ouais, justement. pour avoir vu pas mal de connaissances qui l'ont fait, c'est pas que c'est quelque chose qui te prend aussi beaucoup d'énergie au quotidien. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à concilier les entraînements et les matchs le week-end avec ton rôle de père? Bon, tu n'es plus footballeur professionnel, à l'époque. Mais à l'époque, comment est-ce que tu conciliais ça je peux pas. Ouais, c'est une bonne question. Je peux parler de moi et puis de ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant. C'est-à-dire que le rôle de père, quand tes enfants ne sont pas scolarisés, c'est extraordinaire. C'est fantastique parce que lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, les week-ends, ça compte pas en règle générale. Puis ma femme, de toute façon, ne travaillait pas, j'aime pas dire ce mot, elle travaillait, on s'est compris. Donc si on veut, les week-ends, ça rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas scolarisé, moi j'avais beaucoup de temps les journées, en début de semaine, quand j'avais pas l'entraînement, ou même des fois l'entraînement, si on doublait pas, donc j'avais toute l'après-midi. Donc c'était extraordinaire. Je pouvais amener ma fille à l'école. Ça, c'était vraiment au tout début. Donc, je dis, quand les enfants ne sont pas scolarisés, l'alchimie était parfaite. Après, quand l'enfant est scolarisé, là, ça devient un peu plus compliqué. Je l'ai vécu, moi, en tant qu'enfant. Puis aussi, à la fin, quand j'avais ma fille. C'est-à-dire que là, eux, les enfants sont loin la semaine. Enfin, sont à l'école la semaine, donc on ne les voit pas beaucoup. Et le week-end, c'est là où elles ont du temps libre. Et c'est vrai qu'en tant que footballeur, plus on joue haut, souvent, ça dépend après les coachs, puis souvent on dormait la veille à l'hôtel. Donc c'est vrai que là, le week-end, j'étais presque pas là du week-end, puis du coup la semaine était à l'école. Donc c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Moi, en tant qu'enfant, je me souviens, souvent les vacances d'été, je les passais pas avec mon père parce qu'il pouvait pas venir, parce qu'il avait il avait le foot. Donc je dirais jusqu'à la scolarité, c'est fantastique. Après, c'est un peu plus compliqué, il y a moins de... Mais après, c'est vrai qu'en tant que footballeur, c'est pas non plus... Ça prend du temps, ça a des horaires un peu particuliers, mais il y a quand même pas mal de plages où on peut être en famille puis s'occuper des enfants. Comment est-ce que tu as préparé ta fin de carrière? Est-ce que tu as dû concilier carrière, formation et rôle de père en même temps? Non, mon rôle de père dans la fin de ma carrière n'a pas joué beaucoup de rôles, quoique un petit peu, parce que j'ai terminé, je joue en deuxième division à Bienne, j'avais cette possibilité de reconversion dans cette agence immobilière, d'allier un 50-50. Et avant cela, j'avais eu des offres j'avais pas de super offres, sinon j'aurais continué ma carrière professionnelle encore un peu plus. Mais j'avais eu Schaffhouse, Vaduz. Puis c'est vrai que là, dans la réflexion familiale, entre repartir avec, j'en ai deux à ce moment-là, pour partir à Schaffhouse, Vaduz, qui est un projet professionnel pas top, ou alors commencer ma reconversion professionnelle à Neuchâtel avec ma famille et mes amis. Là, à ce moment-là, j'ai privilégié ma situation familiale. Mais si ça avait été pour aller jouer quelque chose de mieux que Schaffhouse et Vaduz, on aurait replié bagage et on serait reparti toute la famille ailleurs. T'as été un père suffisamment gentil pour pas imposer à tes enfants la corvée du Liechtenstein. C'est sympa de ta part. Mais en fait, c'était comment cette reconversion? Ils t'ont formé? T'as eu un diplôme ou bien ça s'est passé comment? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Avant de devenir professionnel, c'est quelque chose que mes parents
voulait absolument. C'est-à-dire qu'avant de signer mon contrat professionnel, j'ai obtenu ma maturité commerciale. Enfin, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce avec la maturité avant de signer mon premier contrat professionnel. Donc, j'avais un papier en quelque sorte. Bon, après, mon papier, je me suis rendu compte qu'en faisant 10 ans de foot, on est tellement de quelque chose d'à part. Le monde avait bien changé en 10 ans, tout ce qui était informatique et tout. Mais j'avais quand même un papier d'employé de commerce avec maturité. Donc, ça m'a permis. Donc, j'avais un CV tout à fait convenable à proposer. Donc, mais ça a toujours été le leitmotiv. Ok, tu peux partir dans le foot, mais d'abord, on aimerait qu'il y ait quand même un papier à ce niveau-là. Donc après, pour ma reconversion, ça s'est fait gentiment, puis normalement, parce que je travaillais les matins, je m'entraînais l'après-midi, et puis là, bon, la routine familiale, les enfants étaient déjà plus grands, donc ça s'est fait. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là par rapport à la famille. Et à ce moment-là, ton épouse était... elle, est-ce qu'elle a eu envie ensuite de se lancer sur quelque chose de professionnel ou bien comment c'est pour elle? Oui, alors elle a ressenti le besoin de faire autre chose, de faire quelque chose. Donc elle a commencé à travailler quand on s'est installé la deuxième fois, on est revenu à Neuchâtel. Elle travaillait à 40% dans un bar où elle vendait du café. Et puis, par la suite, elle a recommencé des études en kinésiologie. Maintenant, elle a son cabinet. Donc, elle, oui, a aussi ressenti le besoin de s'épanouir professionnellement, individuellement. Mais après, bon, voilà, on sort un peu du contexte parce que maintenant, les enfants sont grands. Donc, on n'est plus dans cette... Même nous, on est devenus vieux. Donc, on sort du contexte du jeune parent. Non, pour moi, on ne sort pas du contexte parce qu'en fait, c'est aussi assez fréquent et c'est l'avantage d'avoir des enfants jeunes, de pouvoir faire une formation ensuite. En fait, dans l'association, notre critère pour accompagner les gens, c'est qu'ils aient eu un enfant avant 25 ans. Et là, l'été passé, j'ai accompagné une jeune femme de 34 ans qui avait 2 enfants de 12 et 14 ans et qui commence un CFC. Donc ça arrive assez fréquemment et c'est pas un souci en soi. Chez Jeunes Parents, on a un peu l'idée que c'est pas parce qu'on a des enfants jeunes qu'on doit laisser tomber notre carrière professionnelle. Et par contre, quelque part, il n'y a pas tellement d'âge limite pour le faire. Et c'est aussi pour moi l'occasion de le dire comme ça, de le faire savoir, de le faire connaître, parce que ce n'est pas trop tard quand on a 25 ou 30 ans, ou même un peu plus pour se remettre en formation. Ça pose des questions d'organisation, c'est clair. Mais en fait, comme les jeunes parents, ceux qui ont des enfants avant 20 ans ou juste après 20 ans, ont ces problèmes d'organisation, les pistes qu'on connaît en tant qu'association sur comment on peut s'organiser pour que ce soit possible, on peut les utiliser pour des personnes qui ont déjà des enfants un peu plus grands et un âge un peu plus avancé. Voilà. Ouais, non, mais tout à fait. Alors, parce que l'exemple, je le disais, ma femme a commencé une formation en kinésiologie à 36 ans. Donc, effectivement, il n'y a pas de... C'est absolument pas un frein ou, pour reprendre la question, un obstacle aussi à ce niveau-là. Karine, tu l'as dit dans ta présentation, donc tu as fondé Jeunes Parents, tu as dirigé l'association pendant un certain nombre d'années. Maintenant, depuis un certain temps, tu occupes un nouveau rôle, tu es collaboratrice scientifique au sein de l'association. Et un de tes rôles par rapport à ça, c'est de développer tout le concept d'accompagnement. Et puis, c'est un gros travail aussi de mise en lien avec ce qui a déjà été fait, la théorie. Alors, tu as déjà évoqué certains articles de presse là pour faire des liens avec ce que nous disait Bastien. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voulais nous partager là en lien avec cette thématique? Alors, je pense que j'ai trouvé 2 articles intéressants. Il y avait celui du Huffington Post qui met en évidence plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes pères, les footballeurs seraient des jeunes pères. Alors du coup, dans les hypothèses qui sont avancées, il y a la question de la stabilité et de l'avantage du mariage, aussi en lien avec l'éloignement de la maison pour cause de carrière.
Et c'est intéressant parce que je m'étais dit, ça concernera sûrement pas Bastien parce que quand même, la Suisse romande, c'est pas très grand. Et finalement, quand tu as parlé de Sion, il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis, la troisième chose, c'était quelque chose qui m'a fait un peu plus rire, où en fait, ils disent oui, alors, mais là, on parle des grandes stars, hein, c'est parce que ça donne une bonne dose de mignon pour les fans. Moi, je pense que les éléments donnés avant de stabilité, d'éloignement de la maison et finalement d'opportunité de pouvoir devenir père parce que les conditions sont moins difficiles probablement que pour d'autres jeunes parents, jouent un plus grand rôle. Sinon, du coup, j'ai aussi découvert que Neymar avait été père ado à 19 ans et que la maman avait 17 ans. Moi, j'aime bien mettre en avant comme ça les gens qui sont connus, qui ont traversé ce genre de situation. Bon, il était tout le temps blessé, c'était plus ça. Ça, je ne connais pas assez en foot pour savoir. Ça doit être ça. T'as une mauvaise langue, je dirais. Et sinon, il y a un article dans le 24 heures qui pose la question à tous les footballeurs de l'utilisation du congé paternité. Et le constat, c'était que les joueurs ne prennent pas leur congé paternité par peur de perdre leurs opportunités, alors qu'on parle de 2 semaines. Hein. Est-ce que tu pourrais réagir à ce sujet ? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Je ne sais pas si c'est par peur, mais c'est vrai que... En fait, moi, j'ai grandi, j'ai été élevé où mon père, il arrivait chaque fois à la dernière minute pour les accouchements. Donc moi, c'était quelque chose de naturel. Puis pour parler du mien, du premier, c'était justement 8 jours avant ce premier match à la Maladière, donc l'importance du match. Puis c'est vrai que j'ai loupé un entraînement le jour où elle est née. Et puis à l'époque, Cassella m'a dit c'est bon, elle a accouché le lendemain, tu viens t'entraîner. Donc ça, voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais c'est vrai que après ça fait aussi partie du jeu. On a tellement d'avantages, donc il faut bien qu'on ait quand même quelques inconvénients dans le foot. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Et puis je pense pas qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait cette possibilité-là, je suis pas sûr que ça ait changé. Puis je suis pas sûr que les footballeurs prennent 2 semaines de congé paternité. Après, une nouvelle fois, là, le footballeur, il a quand même plus de temps qu'un autre. Donc, si on s'entraîne une fois, c'est 3 heures dans la journée. Donc, voilà, il y a quand même, on peut aider, puis on peut être présent à la maison. Karine, quand on préparait l'épisode, tu nous as mentionné le nom d'un joueur qui a été un peu pionnier dans le domaine. Est-ce que tu peux nous le répéter ? Alors, en fait... il faudrait que je retrouve. C'était justement dans l'article... Ah oui, voilà. C'est ça. C'est dans l'article du 24 heures. Cet article, il date, si ça intéresse les gens de le retrouver, il date de juin 2024. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Et en fait, c'est que Valentin Stocker aurait pris son congé paternité. En fait, ça pose débat justement quand même parce qu'on dit finalement tous les footballeurs ne sont pas des stars. C'est ce que dit Lucien Valloni, président du syndicat suisse des joueurs. Je ne suis pas étonné que ce soit Valentin Stocker qui ait pris une sorte de congé de paternité. C'était un joueur avec une position forte. Pour les professionnels plus faibles, la peur de risquer un revers dans leur carrière en prenant ce congé joue probablement aussi un rôle. Et moi, en fait, en tant que femme et en tant que mère et en tant que fervente défendresse de ces droits-là, ça me surprend quand même. Je me dis, enfin, si un joueur n'est pas là pendant 2 semaines, alors peut-être ça dépend de l'ampleur du match, hein, mais quand même, je me dis, c'est pas comme s'il était absent 3 ou 6 mois pour blessure, en fait. Ouais, alors on va un peu du coup réhabiliter Stocker dans la mémoire des supporters xamaxiens qui, je pense, si on faisait un top 10 des joueurs les plus détestés par les supporters xamaxiens, il serait en bonne position, Valentin Stocker. Donc voilà, il a aussi fait un peu développer des choses sur la thématique et fait changer un peu les mœurs. Donc voilà. C'est la preuve que quand il n'était pas sur un terrain de foot, voilà, ça allait. Mais à part ça, il y a un exemple. Tu parlais avant, je crois que c'était Mirko qui parlait de Cédric Tessier. Il y a un joueur qui
qui a été formé ici d'ailleurs et qui a eu à un moment donné qui avait eu la RTS qui était venue lui rendre visite à l'époque où il jouait à Palerme, Steve von Bergen, où il disait souvent, il parlait de ce côté changement de pays et changement de langue pour la femme avec une famille finalement où le joueur il change de pays mais il va quand même au foot. Et on est quand même dans un cas, je pense, beaucoup plus compliqué au niveau de l'adaptation, parce que passer de la Suisse romande à l'Allemagne, passer de l'Allemagne à l'Italie, c'est quand même, je veux dire, toi, t'es quand même resté pas mal en Suisse. Comme tu l'as dit avant, t'as pas imposé à tes enfants de partir sur Schaffhouse ou Vaduz. Donc finalement, la langue était meilleure. Finalement, c'est assez, ça dépend des cas, mais dans ton cas, t'as été assez c'est une vraie chanceux. question aussi, quelque part, parce qu'à un moment de ta carrière, une opportunité à l'étranger aurait pu se présenter. Bastien, t'aurais donné suite. Ah, mais évidemment. Enfin, moi, j'étais allé visiter j'avais été invité à l'époque Mais par. oui, t'es par parti en Angleterre, toi. Par Everton. juste. Ouais, j'aurais bien voulu aller jouer à Everton, mais je suis juste allé visiter les infrastructures. Et puis, on était tout proche de. À la fin, après la faillite, il y avait une opportunité au Danemark. Mais de nouveau, là, pour nous, c'était clair qu'on allait aller en famille ensemble. Enfin, c'est qu'on crée une famille autour du foot. On va pas pouvoir dire ou alors la famille peut pas fonctionner. C'est là où le rôle de la femme est primordial, parce que on doit être ok de partir ensemble. C'est-à-dire que souvent le footballeur, à part les grandes stars, il va où on lui donne un contrat. Donc si c'est dans un autre pays avec une autre langue, il va y aller. Et puis c'est clair que ça sera beaucoup plus difficile à s'adapter à la femme qu'à l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, il va exercer une activité professionnelle directement, il va voir du monde, il va être à l'écoute des gens, il pourra... Et puis la femme va se retrouver toute seule avec les cartons, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent un grand footballeur doit avoir une grande femme derrière lui en règle générale. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour la femme que pour l'homme. Mais ça fait partie du... On en reparlait. Le foot est un métier extraordinaire et j'ai été privilégié de pouvoir le faire, mais il y a quelques inconvénients et ça fait aussi partie de ça, de partir du jour au lendemain, d'être détaché de ses familles. Je l'ai aussi vécu en tant qu'enfant. On se fait des amis à un endroit, voilà, on est enfin bien au bout on doit s'acclimater, il faut repartir. Donc toute ta famille est chamboulée et dépend du foot. Donc ça fait partie des côtés qui ne sont pas toujours agréables. Ton père a été entraîné en Afrique, si je dis pas de Oui. bêtises. Bon, là, on l'a plus suivi parce que nous, on était déjà grands. C'est ça. C'était entre lui et ma mère. Mais voilà, moi, je suis né à Genève. Après, je suis allé à Sion, à Zurich, en France, à Haro. Enfin, donc, en l'espace de ma maman, elle a... je dis ma maman parce que souvent l'homme, le footballeur, il arrive à un endroit, il va s'entraîner, donc toute la charge tombe un peu souvent sur la femme, en tout cas chez nous c'était comme ça. C'est plus à elle de s'adapter que à l'homme qui par son statut professionnel, c'est plus facile à s'acclimater. Donc ça, c'est pas toujours évident à vivre. Mais il faut être OK. En règle générale, on connaît les conditions et on connaît les règles du jeu. Juste pour la petite anecdote, Bastien, Coupe du Monde 1994, Euro 96 en Angleterre. T'as eu l'occasion de suivre ton papa lors de ces tournois ? Ouais, alors ça, c'est un souvenir extraordinaire. L'Euro 96, non. Mais la Coupe du Monde 94, vu que c'était la première fois depuis... 28 ans. 28 ans, 28 ans. Ouais, c'est ça. Les supporters, on se souvient de ces dates. Que la Suisse ne participait pas à un grand tournoi. L'ASF avait invité toutes les familles. Donc on était partis, on était mes deux frères et sœurs, ma maman et mes grands-parents, donc les parents de mon papa. On est partis, on a fait 3 semaines, on est partis pas avec eux, donc on n'était pas dans le même hôtel. Donc ça c'était l'inconvénient, mais bon, en même temps on partait pas en colonie de vacances. On s'est vu 2 fois là-bas, il y avait des journées organisées où on pouvait retrouver les joueurs, mais on était entre les familles, puis on a vécu 3 semaines, on a fait...
Ils ont joué à Détroit dans le stade couvert, Washington, San Francisco. Donc on a fait tout ce voyage avec ma maman et mes grands-parents. Donc ça, ouais, c'était un souvenir extraordinaire. Et puis c'était en 94, donc moi j'avais 9 ans. Donc ça reste on a eu cette chance de vivre ça en famille ensemble. Après, à l'Euro 96 en Angleterre, on n'était pas allé. Est-ce que ça tombait peut-être pendant, je sais plus, mais on a suivi de loin. Mais en 94, on était tous partis aux États-Unis suivre cette Coupe du Monde. Ça devait être un souvenir extraordinaire parce que bon, moi, je n'ai pas eu la chance de la vivre mais en direct, mais on a vu des images. Ouais. Et c'est vrai que à 9 ans, j'imagine le souvenir du stade de Détroit. C'est encore des images que tu as toi bien claires dans ta tête, j'imagine. C'est pas des choses qui partent facilement. Oui, j'ai quelques souvenirs. Et puis en plus de ça, encore plus quand ma maman a fait des albums photos, donc on n'a pas l'impression de se replonger là-dedans, donc c'est vrai que c'était extraordinaire. Puis vivre ça aussi avec mes grands-parents, c'était mes grands-parents, mon grand-père, valaisan, parce qu'il n'était jamais sorti du Valais, donc le voir aux États-Unis, c'était quelque chose. Il n'y a pas besoin de sortir du Valais. C'était quelque chose d'extraordinaire de le voir aux États-Unis. On aurait pu faire un film rien qu'avec lui, je pense, de le voir. C'est assez marrant parce qu'à mon échelle, ça fait vivre d'autres souvenirs d'un tout autre ordre. On n'avait pas de télévision. Et je me souviens que mon papa était allé louer une télé pour les 3 semaines de la Coupe du Monde. Ouais, moi je me rappelle du coup franc de Georges Bregui. D'ailleurs, ça. tu portes très bien la moustache comme Georges Bregui, Bastien, je tenais à le préciser. Du coup, c'était des moments. Déjà, à la télévision, c'était magique, mais j'imagine dans le stade. C'est vrai qu'à l'époque, ce Silverdome, je crois, il l'appelait comme ça. C'était le Pontiac Silverdome. Hein, c'était quand même un des tout premiers gros stades comme ça, climatisé et tout. Enfin, c'était quelque chose, même pour nous. Moi, j'avais 11 ans à l'époque. J'ai 2 ans de plus que toi, Bastien. Et c'était déjà un énorme souvenir. Il y avait la raclée à la Roumanie aussi, hein, on n'en parle pas. Ouais. Mais... Ouais. Ça, au stade, ça Petite dédicace à Yann, un de nos auditeurs. On avait mis une grosse raclée à la Roumanie. Alors, Karine, la plupart des gens que... tu avais encore un... Oui. Je reviens sur les choses. Elle me faisait des gros yeux, là. J'ai encore quelque chose à Non, dire. je te fais un petit clin d'œil. Il n'a pas su interpréter mon signe. En fait, je voulais quand même dire, pour résumer un peu la situation des parents des jeunes qui ont des enfants avant 25 ans en Suisse aujourd'hui, si ça intéresse quelqu'un parmi les auditeurs, il y a une policy brief que j'ai rédigée avec Michel Teta-Grandjean, qui vient de sortir, qu'on trouve sur le site de la Commission fédérale pour les questions familiales. Et du coup, en résumé, donc, il y a en 2023 3713 enfants nés de mères de moins de 25 ans et seulement 1256 de pères de moins de 25 ans. C'est ce que je disais un peu avant. Quand même, de manière générale, le père est souvent un peu plus âgé que la mère. Et les grosses thématiques qui reviennent, pas dans ton cas, parce qu'on l'a dit avant, le contexte était différent, mais c'est la question du logement, comment est-ce qu'on va pouvoir se loger, c'est la question des ressources financières, comment faire pour vivre, avec un risque de pauvreté à plus long terme, en particulier parce que la formation n'est pas terminée et qui risque de se prolonger si on ne termine pas la formation. On a aussi une forme de complexité des aspects légaux avec les questions de reconnaissance en paternité, d'établir une convention de garde, de contribution alimentaire. Il faut savoir aussi que les parents mineurs n'ont pas l'autorité parentale jusqu'à leur majorité. Donc ça pose aussi des questions un peu comme ça légales. Et puis avec une grande difficulté parfois de conciliation, formation, vie de famille. Et pour ça, on souffre d'une situation en Suisse avec un manque de places de garde. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes des réalités que peuvent recouvrir la question des parents jeunes. C'est aussi hyper intéressant de voir, il y a un budget temps qu'on trouve sur l'Office fédéral de la statistique qui montre qu'avec enfants, les étudiants, et donc là on parle des personnes qui sont dans les universités, hautes écoles et universités de Suisse, on a une différence en matière d'heures d'activité rémunérée, par exemple, où les étudiants avec enfants travaillent jusqu'à en moyenne 17 heures par semaine, alors que ceux qui n'ont pas d'enfants travaillent en moyenne 10 heures par semaine. Et là, je vous laisse assez facilement faire la réflexion. Si on a des enfants, on a déjà besoin de plus de temps pour s'occuper des enfants, et si en plus on doit travailler plus pour pouvoir s'en sortir, autant dire qu'on a un peu moins de temps pour les loisirs. Voilà, ça c'est
les choses que j'avais envie de transmettre. Et puis par rapport à Jeunes Parents, c'est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif. Les dons sont les bienvenus, ils sont déductibles des impôts. On a pas mal on n'est pas vraiment subventionné, alors on a un fort soutien de la loterie romande et d'autres fondations privées, mais c'est pas vraiment les cantons qui nous permettent de tourner avec une incertitude, comme beaucoup d'organisations aujourd'hui, sur savoir est-ce qu'on va continuer à toucher suffisamment de ressources financières pour pouvoir continuer de proposer nos prestations. Que j'aurais aussi envie de résumer en 2 mots. On a ce qu'on appelle un conseil unique, c'est-à-dire que notre ligne téléphonique est ouverte à tout un chacun, et que ce soit des gens concernés ou parce que vous rencontrez des gens concernés, on répond volontiers aux questions dans tous les cantons romans. On a aussi une prestation qu'on appelle le programme de soutien à la formation, où là on propose un accompagnement régulier en fonction des besoins. Donc il y a des gens qu'on voit 1 fois par semaine et il y a d'autres personnes qu'on ne voit que 2 à 3 fois par année, pour soutenir sur le long terme jusqu'à l'obtention du diplôme les jeunes parents concernés. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement social personnalisé, qui est le même genre d'accompagnement, mais pour les personnes qui n'ont pas besoin de se former, soit qu'elles n'en ont pas envie, ça existe et on respecte, soit parce qu'elles sont déjà formées, ou bien il y a des questions de santé qui font que la formation n'est pas possible. Voilà. Et puis, on a des petites prestations annexes pour les gens qu'on suit. On a des psychologues qui peuvent intervenir jusqu'à 5 fois par situation. C'est parfois utile pour débloquer certaines choses. Et puis, on fait appel aussi à des super bénévoles, en particulier chez les jeunes parents qui sont en formation, elles viennent donner un petit coup de main. Par exemple, ça peut être s'occuper de l'enfant pendant que la maman étudie, ou le papa étudie. Attention, on a aussi des jeunes papas, il y en a moins, mais il y en a. Et puis, ça peut aussi être de faire les courses, ou bien de donner un petit coup de main au ménage, toujours en présence, par contre, des parents accompagnés. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, soit à devenir bénévoles, soit à faire des dons, on est ouvert, et il ne faut pas hésiter à nous contacter au 077 474 73 37 ou sur notre site internet www.jeunesparents.ch au pluriel. Eh ben, je pourrais passer le relais à Karine pour le prochain épisode de Xamcast. Elle pourra l'animer. Elle est maintenant au taquet. J'allais dire que voilà, toutes les coordonnées seront aussi dans une publication partagée entre les réseaux de Xamcast et ceux de l'association Jeunes Parents. Voilà, on arrive gentiment vers la fin. C'est le moment un peu de la conclusion et des perspectives. Est-ce que tu peux un peu nous parler, Karine, justement des défis, des prochains défis pour l'association Jeunes Parents? Alors, malgré ce que je disais sur la baisse du nombre de naissances chez moins de 25 ans, nous, on a plutôt une hausse des demandes, et donc on a parfois alors on arrive à répondre pour le moment à tout le monde, mais on est parfois un peu frustré sur le temps à disposition pour bien accompagner les personnes. Et puis il y a ce que je disais avant avec les finances, ça reste un grand défi de trouver les moyens de continuer notre prestation. Après, on a une chance particulière, c'est celle de ne pas avoir de frais de location de salle. Donc, on fonctionne, en fait, c'est peut-être important que je le dise, en allant à la rencontre des gens. Donc, on va rencontrer les jeunes parents chez eux ou sur leur lieu de formation, là où ils sont, en fait, pour éviter de leur rajouter la charge de devoir se libérer du temps pour venir nous voir. Et puis, du coup, on est un peu une équipe mobile comme ça. Mais ça reste la grande question. Pour l'instant, on continue de chercher les fonds et de les trouver, mais c'est vrai qu'on est sans cesse dans cette question de savoir si on pourra continuer à plus long terme. Voilà, ça, c'est les grands enjeux. Après, il y a aussi la question de favoriser la formation sur des questions plus politiques. C'est de vraiment avoir des soutiens financiers suffisants. Je l'ai évoqué un tout petit peu avant avec les bourses. Il y a aussi la question des moyens de garde à disposition. Si on n'a pas la famille, ça peut être compliqué. D'ailleurs, c'est ressorti de ton témoignage. Donc ça, c'est vraiment des questions qui restent d'actualité. Ok. On arrive au moment des remerciements. Déjà, merci à toi, Bastien, d'être venu apporter ton témoignage. Et puis, voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais on n'a pas fini de t'entendre à l'antenne de Xamcast. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, bravo à Karine pour
belle cause. Merci. Merci à toi, comme d'habitude, Osvaldo, Merci. pour avoir participé. C'était un épisode un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais j'espère que tu as pu prendre du plaisir lors de cet épisode. Oui, et puis je vais aussi pouvoir le partager à des connaissances beaucoup plus larges. Parce que je pense que c'est une thématique qui intéresse certainement beaucoup de gens. Oui, effectivement. Et puis, dans la liste des remerciements, je vais bien évidemment terminer par... alors, vous ne le savez pas, vous, mais on enregistre dans les locaux du FC Autrive, club sous lequel tu as encore une licence maintenant, Bastien, avec pas mal d'anciens... Ouais, j'ai match cet Saint-Maxien. après-midi d'ailleurs. Je vais T'as match cet après-midi. Et puis, je voulais remercier le président du FC Autrive, Jérôme Maspoli. Sans lui, on n'aurait pas pu organiser ça ici. Donc, voilà, on le remercie à l'antenne parce qu'on sait que c'est aussi un de nos plus fervents auditeurs. Donc, voilà. Et puis, je vais terminer en disant que j'ai cru entendre qu'un certain Charles-André Doudin avait remis les crampons récemment. Bastien, tu as entendu parler de ça ? Alors, j'ai appris ça lors du dernier entraînement. Effectivement, il était dans le staff technique en tant que head coach le premier tour. Et là, il nous a annoncé qu'il se retirait du staff pour être un joueur à part entière comme nous. Donc ça pourrait... Il a plus de gêne au genou, donc ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Un de plus. Donc, on va investiguer ça. On espère pouvoir vous donner des nouvelles prochainement de notre Charles-André Doudin qu'on essaye depuis des mois et des mois et des mois d'avoir à l'antenne. Comme d'habitude, merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à soutenir Jeunes Parents. Vous aurez toutes les coordonnées sur nos réseaux sociaux. Et puis, on espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode un petit peu en dehors des sentiers battus, comme on dit. Mais voilà, en tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Et puis voilà, peut-être qu'on n'hésitera pas à se réinvestir pour l'année prochaine dans le podcaston. Mais Karine, j'ai un petit mot de la fin. En fait, ce que tu dis, ça me fait réaliser que c'était hors des sentiers battus pour Xamcast, mais c'était hors des sentiers, mais c'était aussi hors des sentiers battus pour moi. Et j'ai aussi eu beaucoup de plaisir. Et je voulais aussi vous remercier pour cette chouette collaboration. C'était avec grand plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt sur l'antenne de Xamcast. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.